Tout d'abord, bonjour à tous. Bienvenue pour cette petite rencontre, ma foi, matinale. Ici à Nancy, au Livre sur la Place, une rencontre sous le signe de la bande dessinée, de l'Arabe du futur et aussi des beaux gosses, pourquoi pas. Et justement avec un beau gosse à mes côtés, à savoir Riyad Satouf. Bien le bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Bien réveillé? Ça va. Bon. Voilà, vous êtes venu ici à Nancy à l'occasion de la parution, déjà il y a quelques mois, de ce livre, L'Arabe du futur. Enfin, quand je dis un livre, c'est même un peu plus que ça, c'est devenu pratiquement un phénomène de société. Le plus grand succès de la bande dessinée cette année, tout simplement. Peut-être pas quand même. Si, en chiffres, si, Ah si. bon? Ah bah Si. C'est une bonne nouvelle, non? Mais non, mais c'est très bonne nouvelle. Non, je savais pas. Alors, question indiscrète, je suis convaincu que parmi vous, certains l'ont lu. Les levez le doigt, ceux qui ont lu cet ouvrage. Personne. Il y a encore des gens à Si. convaincre. Oui, donc il va falloir travailler et les convaincre de lire cet ouvrage assez admirable ça essaie d'enthousiasmer à la fois le public et la critique. L'Arabe du futur. On n'a pas besoin de vous présenter, géniteur entre autres de Pascal Brutal, de La vie secrète des jeunes, ou bien encore, puisqu'on a la réédition au passage des pauvres aventures de Jérémie, cinéaste également des beaux gosses, ou bien encore de Jackie au royaume des filles, qu'on a pu voir en début d'année, qui est sorti en DVD déjà il y a 2 mois à peu près, Oui, tout à fait. Oui. et que je Vous pouvez vous recommande. télécharger illégalement également. Sur les Bravo, Pirate Bay, on le trouve. quel sens de la promotion. Et donc là, on découvre un pan de votre vie avec cet ouvrage, L'Arabe du futur aux jeunes éditions Alary. Euh, Tout simplement, c'est quoi ce concept de l'Arabe du futur, Riyad Satouf? En fait, l'idée, c'était de... Voilà, moi, c'est vrai que dans le livre, je raconte donc une partie de mon enfance qui s'est passée en Libye et en Syrie, et surtout l'histoire de mon père, qui était originaire d'un petit village de paysans situé à côté de Homs, donc la ville tristement célèbre, et qui avait été le seul mec de sa famille à pouvoir aller à l'école et qui était très très bon. Voilà, je raconte dans le livre son histoire. C'était un excellent élève. Il avait postulé pour avoir des bourses en Europe, dans plusieurs pays européens. Et c'était la France qui lui avait donné une bourse pour venir à la Sorbonne. Donc il est venu à la Sorbonne, il est devenu docteur en histoire. Et en fait, il était encore très brillant aussi en France. Et en fait, Mais il n'a pas eu la mention très bien, ce qu'il il a n'a fait. pas eu la mention félicitations du jury. Voilà Pardon, ça. félicitations, jury. Il a eu la mention honorable et donc il était profondément blessé de ce truc-là. Donc il considérait que les Français étaient des racistes, et donc il avait une haine incroyable de ne pas avoir. Et en fait, à la fin donc, de ses études, il s'est vu offrir un poste de maître assistant à Oxford. Et lui, il a préféré aller enseigner en Libye, à Tripoli, pour le Pourquoi? gouvernement de Kadhafi. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que mon père était obsédé par l'éducation du monde arabe. Il voulait que le monde arabe sorte de l'ignorance, de la bigoterie, mais voilà, il voulait travailler à l'édification de l'arabe du futur. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il voulait retourner dans le monde arabe pour éduquer le peuple. Alors justement, on vous découvre à travers ce livre. Est-ce que lorsque vous étiez, enfin, à quoi ressembliez-vous quand vous étiez petit? Parce qu'on a une image de vous un peu particulière, notamment au niveau capillaire. En fait, quand je me suis posé la question de raconter ce livre, c'est toujours un peu délicat quand on doit parler de soi-même. Enfin, je sais qu'en tant que lecteur ou spectateur, j'ai souvent du mal avec les œuvres un peu autobiographiques, entre guillemets, parce que, notamment en bande dessinée, je trouve tout le temps que les auteurs se dessinent beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en vrai. Et surtout quand on les connaît, quand on les a déjà fréquentés. Des exemples. Non, je ne vais pas donner de nom, mais quand on regarde leurs livres, on se dit, mais ils ont vraiment une opinion incroyable d'eux. Parce que quand on les voit, ils sont un peu gros, ils sentent la sueur, enfin comme tout le monde. Donc c'est pas le. Et donc je me suis dit, moi j'avais toujours ce problème. Moi je devais me dessiner, donc dans le livre. Je me suis dit, mais est-ce que je vais pas avoir la même tendance? Et en fait, je me suis souvenu que quand j'étais très très jeune, j'étais absolument magnifiquement beau. Et donc ça a complètement changé tous mes problèmes. C'est-à-dire que j'avais des grands cheveux blonds, très épais, qui se sont recroquevillés à l'adolescence pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Mais
quand j'étais enfant, je ressemblais vraiment à je sais pas, j'avais une épaisse tignasse blonde. Et donc voilà, c'est vrai que ce livre parle de ça aussi, c'est-à-dire que on s'est retrouvés dans le monde arabe, donc au début en Libye et ensuite en Syrie. J'étais censé être un petit arabe, mais j'étais blond, platine, quoi. Ce qui peut paraître un peu troublant, en tout cas pour certains protagonistes, Bah, voilà, comme on le voit dans le livre. Mais vous avez cette matière autobiographique, mais vous étiez tout petit à l'époque. Comment sont remontés tous ces souvenirs Riyad Satouf, et jusqu'à quel point vous avez gardé une liberté dans la fiction? Récemment, j'ai lu un article dans un magazine scientifique qui expliquait qu'il n'était pas possible d'avoir des souvenirs avant l'âge de 5 ans. Et en fait, j'en ai plein en ce qui me concerne. Donc, je sais pas, j'ai des souvenirs qui remontent à quand je ne savais pas marcher. Alors, j'ai pas raconté ça dans le livre, mais j'ai des images très vives et qui sont plus nettes que des souvenirs de la semaine dernière. C'est un vrai. Et donc, voilà, je suis parti de ces images, mais c'est des souvenirs d'enfance. Donc, c'est des souvenirs qui sont de sensations, c'est-à-dire à la fois d'odeur, de lumière, de son. C'est pas vraiment des souvenirs qui ont un sens. Par exemple, je ne me rappelle pas de la teneur de discussion, mais je me rappelle d'une ambiance, je me rappelle d'images. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai recomposé une histoire à partir de ces souvenirs-là. Votre père, comment le qualifieriez-vous politiquement à cette époque? Je pense que il était fasciste, tout à fait. Ouais. Non, mais en fait, souvent, on a tendance à pas appliquer au monde arabe la même grille de lecture politique qu'on peut avoir partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait des fascistes dans le monde arabe, alors qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire, tous les pays arabes sont des pays d'extrême droite dirigés par l'armée. Donc mon père, lui, il était pour l'éducation, il était pour le comment dire, l'éveil du monde arabe, mais il n'était pas pour la démocratie, il n'était pas pour la liberté, il était pour la peine de mort. Par exemple, Kadhafi, qu'est-ce qu'il pensait de celui-ci? En fait, il admirait la figure comme ça d'un homme qui essayait de faire sortir le monde arabe de l'ignorance. Mais je pense que c'était une forme de naïveté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les sources d'information qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment une période très différente. Il se disait, voilà, il voyait des bâtiments tout neufs qui se construisaient partout. Il se disait que c'était super, quoi. Je sais pas. Pour vous, il était plutôt idéaliste? Oh, je sais pas vraiment. Non, je pense qu'il avait un problème de virilité. Ah bah la virilité est au cœur. Voilà, c'est ça. Il était en fait, il rêvait de faire un coup d'État. Mais je vais pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre non plus. Mais il était assez obsédé. En fait, c'est souvent ce que je raconte quand on parle. Mais alors, j'imagine que vous avez lu Tintin et les Picaros, plus que ma BD. Que petit sou. Et en fait, il y a une scène dans Tintin et les Picaros où c'est le général Tapioca qui se plaint au général Alcazar de ne pas être exécuté. Et il lui dit, mais c'est un déshonneur, vous vous rendez pas compte, il faut que je sois fusillé, etc. Et en fait, cette scène-là me faisait penser à mon père. C'est-à-dire, lui, c'était très souvent qu'il disait qu'il fallait fusiller des mecs ou des... Il était pour faire un coup d'État et pour fusiller les précédents et pour tenir le plus... C'était son vrai rêve. C'était pas qu'un fantasme de... Donc voilà, le livre va raconter un petit peu la poursuite de cet étrange rêve. Mais à la fois, on voit une figure d'intellectuel à travers lui, en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très rationnel. Non, justement, ça fait partie aussi de ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il était obsédé par l'éducation, par sortir le monde arabe de la religion, et en même temps, il était très superstitieux, donc il croyait que le diable existait, que... Mais il existe. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il croyait que qu'il y avait des pouvoirs magiques, il croyait à la sorcellerie, etc. Donc voilà, je voulais justement parler de c'est quoi le terme? J'ai oublié. Il y a un terme pour décrire Ambigu, ça. complexe. Oui, quand on a deux extrêmes qui s'opposent. Bon, Paradoxal. Oui, un paradoxal. Il était très paradoxal. Cet ouvrage est aussi le premier volet d'une trilogie, a priori, si j'ai bien compris, non? Oui. En fait, sans doute que le dernier tome sera plus épais que les deux premiers. Voilà, surtout 3. Ou 4, ou 5. Enfin,
Mais vous n'avez pas eu l'envie de, comment dire, de raconter toute votre vie en un seul album? Pourquoi Bah, pas? c'est vrai, c'est pas bête. Ou Alors, commercial? Non, mais commercial. le problème, c'est que, regardez, si jamais je fais 3 livres de 150 pages, ou même les deux autres font 200, ça fait 200 plus 200, 400 pages, plus 150, 550 pages, de BD, et en fait, ça fait une reliure qui est épaisse comme ça, Ce serait pas et un- ça fait des livres à 50 euros qui valent... Non, au fait, ce serait très compliqué. Je vous assure. En plus, c'est compliqué à réaliser parce que c'est en couleur et une bande dessinée, ça demande plus de. Enfin, techniquement, c'est plus précis qu'un livre, qu'un roman à fabriquer. Vous utilisez le mot couleur à l'instant. Les couleurs sont extrêmement symboliques dans le livre. Vous voyez, soudain, on passe du rose au bleu, au jaune avec une petite touche de vert. Que signifient donc ces couleurs symboliquement, Riyad Satouf? Bah, Pourquoi ce choix graphique? j'ai choisi donc de faire c'est ce qu'on appelle une bichromie. Enfin, disons que c'est plutôt monochrome, mais bichromie parce qu'il y a du noir et une seule couleur dominante, et une couleur dominante par pays. C'est-à-dire en Libye, c'est jaune, en France, c'est bleu, bleu un peu gris, et en Syrie, c'est un peu rose. En fait, c'était tout simplement parce que c'était l'ambiance des pays qui était comme ça. En Libye, je me souviens de quelque chose de très lumineux et de jaune. Je trouvais ça plus fort pour susciter le dépaysement. Parce qu'en fait, par exemple, c'est aussi ce que je raconte souvent, mais il y a un truc qui se passe dans les yeux quand vous voyez une couleur qui se répète et qui prend beaucoup de place. Quand vous changez de couleur, votre œil, il est, comment dire, dépaysé. En fait, c'est un vrai. Si vous restez dans une pièce qui est éclairée en rouge et que vous sortez pendant 1 heure, par exemple, et que vous sortez dehors, le monde va vous sembler vert. C'est un phénomène optique. Et je voulais essayer, à mon niveau, de provoquer ce truc-là. C'est-à-dire que le dessin ne change pas d'un pays à l'autre, mais l'ambiance d'un coup est complètement différente. Et La France est bleue, par exemple. La Bretagne. c'était la Bretagne, c'était un peu bleu-gris, ouais. D'ailleurs, encore une fois, la Bretagne, il y a quand même un épisode français au tout début et au milieu du livre. Précisons-le aussi. Est-ce que vous aviez, lorsque vous avez commencé ce travail, des modèles, j'allais dire, que ce soit en termes de narration ou en termes visuels pour ce livre? Ben, j'en ai peut-être. D'ailleurs, j'imagine que quand on regarde le livre, on peut y penser, mais c'était pas vraiment consciemment. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire comme The Emergence Satrapi ou comme Mouse ou comme. J'avais pas de. Mais je pense aussi que je suis un peu vieux pour m'inspirer d'autres dessinateurs. Mais j'avais plus le. Je voulais essayer. Alors, je sais pas si j'ai réussi, mais je voulais essayer de faire un livre qui soit pas gênant. Gênant dans le sens un peu dégoulinant. C'est des choses que j'aime pas. Quand des gens se penchent avec tendresse sur leur vie, etc., ça me dégoûte un peu. C'était plus par rapport à des émotions que je me suis fixé la narration du livre, plutôt que par rapport à d'autres auteurs. Et pour vous, faut-il considérer l'Arabe du futur comme une œuvre absolument politique? Ou peut-être faut-il le lire de manière très différente? À votre avis, en tout cas. Bah, c'est très difficile. Je sais pas quoi. En fait, ça peut pas manquer d'être politique parce que je décris des pays où il n'y a pas de liberté et avec un père c'est le regard d'un enfant naïf sur un père qui n'est pas encore capable de juger. Mais c'est difficile de commencer à faire un livre en disant je vais faire un truc politique. En tout cas, c'était pas mon but. Ça le devient sans doute après. Mais voilà, moi je voulais raconter la vie quotidienne d'une famille dans un trou paumé en Syrie, dans un trou un peu paumé en Libye, et comment ça se passait d'après les souvenirs que j'en ai. Après, le lecteur se fait son avis. Bon, c'est peut-être un hasard de l'actualité, quoique, mais à l'heure où il se passe des événements pas forcément réjouissants dans ce coin du monde, vous vous rendez bien compte que ce livre prend un écho très particulier et en le lisant, on le met presque inconsciemment en connexion avec l'actualité. Oui, non, ça je peux tout à fait le comprendre, mais de toute façon, il est relié à une forme d'actualité parce que quand la guerre a commencé en Syrie, moi j'avais encore de la famille qui habitait à Homs, et au moment des premiers combats, donc ils ont commencé à avoir un peu peur
parce que l'armée bloquait des rues, il y avait des types qui se tiraient les uns sur les autres. Et moi, j'étais persuadé que la situation allait vraiment aller jusqu'à la destruction totale, exactement comme ce qu'on. Alors, je suis peut-être pessimiste, mais et donc je leur demande. J'ai essayé de leur obtenir des papiers pour venir en France. En fait, j'ai eu énormément de difficultés avec l'administration française pour avoir ces papiers. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à les avoir. Enfin, je vais raconter dans le livre comment ça s'est passé. Mais je me disais, si jamais j'arrive à les faire sortir de Syrie d'une façon ou d'une autre, je vais raconter toute l'histoire depuis le début, juste pour me venger des, des fonctionnaires français qui me disaient des trucs incroyables. Et je vais le raconter à la fin du livre. Donc, c'est directement relié à la guerre en Syrie, tout à fait. Pourquoi avoir raconté, j'allais dire, maintenant ce pan de votre vie et pas avant? Pourquoi ce livre, en tout cas cette entreprise, est arrivée à ce moment de votre vie, Riyad Satouf? Justement, ça fait vraiment de très nombreuses années que j'essaie de raconter cette histoire, parce que je me disais que ça pouvait être rigolo, enfin qu'il pouvait y avoir des... Mais je n'arrivais pas à trouver le bon ton. Et justement, à cause de cette histoire où j'ai dû aider des gens de ma famille à venir en France, ça m'a débloqué. Comme je disais, la question du père est essentielle et et la question de la vérité est essentielle, mais c'est un thème que l'on retrouve pratiquement dans toute votre œuvre. Pourquoi la question de la virilité, ça vous obsède à ce point-là, Riyad Satouf? Je sais pas, c'est difficile. Outre la question capillaire, bien sûr. Non, c'est très... disons que je pense que c'est quelque chose qui vient de cette période-là. C'est-à-dire, moi, quand j'étais enfant, j'étais très efféminé. Enfin, je le suis toujours un petit peu. Donc, j'ai une voix un peu gna gna. Je parle pas comme ça. Je dis pas des. Non, dites le terme Voilà, métrosexuel. voilà, si vous voulez. Mais bon. Et en fait, j'ai été assez rapidement confronté à ce que c'était que d'être un garçon, par exemple. C'est-à-dire, on se rend bien compte, voilà, un mec qui arrive en disant « Vous jouez au foot, vous faites quoi ?» Là, c'est assez difficile de... Alors, puis en plus, une fois qu'on a joué au foot, je vais dire « Ah non, j'aime pas trop, c'est un peu pourri, je préfère dessiner. » D'un coup, on n'est pas un garçon, parce qu'en fait, les garçons il y a des critères qui définissent ce que c'est que d'être un homme ou qui sont variables d'une société à une autre. Donc, je trouvais que c'était assez passionnant à explorer comme chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme? Qu'est-ce qui fait qu'on est considéré comme un paria? Qu'est-ce qui fait qu'on est une fille? Pourquoi le terme garçon manqué pour les filles qui sont dynamiques? Pourquoi? Enfin, voilà, je trouve que c'est des sujets qui sont très intéressants, qui m'excitent. Enfin, ils m'excitent. Intellectuellement, artistiquement, Bien etc. sûr, bien sûr. Quoique le terme prend une connotation très particulière avec l'un de vos héros fétiches, dont je crois on aura des nouvelles la semaine prochaine, qui est Pascal Brutal. Oui, tout à fait. Car le nouveau volet de ce personnage haut en couleur, et là pour le coup assurément masculin, voilà, il est de retour. Oui. C'est sur la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend juste qu'on ait quelques petits éléments, qu'on ait aussi. Non, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai, Pascal Brutal, Pascal Brutal, c'est une série de bandes dessinées que je fais depuis 2004. Et là, il y a le 4e tome donc, qui va sortir, et ça raconte les histoires d'un type ultra viril, hyper musclé, et qui a un nez un peu bizarre, tout tordu, et qui est considéré comme une icône sexuelle dans son... Il vit en France dans le futur, dans un futur proche, dont la France est gouvernée depuis 3 septennats par Alain Madelin. Je ne sais pas si des gens connaissent Alain Madelin. On se rappelle d'Alain Madelin. Voilà. Et donc c'est une sorte de mélange un peu entre Mad Max... C'est une grande personnalité capillaire, mais bon. Voilà, oui, il est coiffé un peu comme un Marines américain. Et voilà, il vit plein d'aventures un peu post-apocalyptiques, trash. Je pense que les lecteurs qui aiment l'arabe du futur ne sont pas forcément les mêmes lecteurs qui aiment Pascal Brutal. Je suis pas sûr que ce soit... Oui, mais encore une fois, ça peut représenter un petit peu votre complexité. Enfin... par exemple, Pascal Brutal, ce personnage, il est né justement... je commençais à faire des bandes dessinées. Je débutais, j'étais en atelier avec Christophe Blain et Johan Sfar et Mathieu Sapin. On venait d'entrer dans notre atelier. Moi, j'avais pas encore publié
J'avais fait un album, je crois. Et j'étais dans ma petite pièce, et j'étais assis comme ça en train de dessiner. Et à un moment, la porte de mon bureau s'ouvre, voilà, comme ça. Et il y a un libraire dont je tairai le nom, c'est pas Stéphane de la parenthèse, pas du tout. Mais il y a un libraire qui rentre dans ma pièce sans avoir frappé et qui s'appuie sur ma table comme ça, un peu culturiste, et qui me regarde et qui me dit alors Toutouf, on continue à faire ces petites BD? Et puis je lui dis ah ouais. Puis il fait c'est bien ça. Puis il se redresse, puis il regarde comme ça, puis il sort. Et après je me suis dit mais j'ai vu, il est apparu en face de moi, il est entré dans ma pièce, l'air de dire je suis là. Et je me suis dit mais voilà, il faut que je crée un personnage comme ça, un mec qui a peur de rien et qui va aller voilà. Et alors ce qui est très rigolo, enfin je sais pas, moi ça me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait ce libraire-là est devenu un énorme fan de Pascal Brutal. Et, à chaque fois qu'il me voit, il me dit oh j'adore, super. Et un jour il m'avait écrit en me disant wow, regarde, ça t'embête si je me fais un t-shirt avec Pascal Brutal. Alors je lui dis ouais bon pas de problème. Alors il s'était fait un t-shirt. Et en fait un jour, je sais plus pourquoi il m'avait énervé, ou c'était à Angoulême, il se moquait de moi, je sais plus pour quelle raison, parce qu'il continuait évidemment ce truc viril, les gens alors t'as pas eu le prix de la BD cette année, t'es nul là. Et en fait, puis il me dit, à chaque fois, il me disait, mais quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau Pascal là? Quand est-ce que t'en fais un? Il m'avait énervé et je lui ai dit, mais tu sais, mais je vais te dire un truc, c'est toi qui as généré Pascal Brutal. Un jour, t'es entré dans... Et là, il me regarde, son visage se décompose, il fait, putain, non, putain, oh, putain, merde. Et il était hyper vexé. D'une certaine manière, alors que c'était le plus bel hommage qu'on puisse Bah lui ouais, faire mais d'une je sais certaine pas, façon. Et ben lui, pour lui, il se moquait de ce genre de mec-là. Je sais pas. Enfin bon, c'est très rigolo, quoi. Et je l'ai jamais revu. Je sais pas. Il m'a plus jamais parlé. Non, bah voilà. Mon Dieu. Euh, par ailleurs, Iyad Satouf, comme je le disais tout à l'heure, on vous connaît aussi comme réalisateur. On a fait le test sur la BD L'Arabe du futur. Dans la salle, qui a vu Les Beaux Gosses? Encore un téléchargement illégal, bande Voilà, de c'est sagouins. ça. Donc un film qui a été vraiment culte, voilà, et dont on se souvient de certaines répliques, certaines scènes et certains accessoires textiles. Voilà. Ceux qui ont vu le film comprendront certainement. Et donc, on a vu au début d'année Jackie au Royaume des filles, qui opposait là aussi la question de la virilité. Les films, pour le coup, plutôt politiquement incorrect. Est-ce que vous avez eu des réactions de féministes lors de la sortie du film, peut-être un peu indignées? En fait, c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'essai de lever la main pour savoir qui a vu Jackie Rhum des films, si personne ne va lever la main. En fait, c'est un film qui n'a pas du tout marché. Et j'ai pas eu, non, Mais j'ai qui pas a eu ses fans, hein, de, ouais, mais j'ai pas eu de. En fait, je pense que tout le monde a détesté. C'est-à-dire, faut préciser qu'on est dans une dictature. Vous imaginez une dictature féministe. en fait, non, c'est pas féministe. C'est-à-dire qu'en fait, Jackie Rhum des filles, ça raconte, c'est le conte de Cendrillon transposé dans un monde où c'est des femmes qui ont le pouvoir et qui ont les attributs virils. Et les hommes s'occupent des enfants, sont à la maison, etc. Et c'est les Vous femmes avez qui, renversé voilà, sexuellement une situation archétypale de domination sexuelle. exactement. C'est Oh mon Dieu, les exactement ça. grands Voilà, termes. mais c'est exactement ça. Vous avez tout à fait compris le film. Et alors c'est vrai que par rapport à ça, donc j'ai eu des féministes qui ont pris ça comme étant un truc contre les féministes. J'ai eu des antiféministes qui ont pris ça comme un film féministe. Et alors voilà, et ce film, je l'avais commencé à l'écrire il y a 4 ans. Et François Hollande a été élu. Il y a eu le truc avec le mariage pour tout. Enfin, c'est sorti à un moment, le pire moment qu'on pouvait imaginer. Donc voilà. Mais en tant que cinéaste, comment travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez par storyboard, comme si votre scénario était une bande dessinée en quelque sorte, ou complètement différemment, vous laissez la place à une certaine improvisation, ou vous gardez les images dans votre tête? Enfin, est-ce que le processus de création visuelle d'un film et d'une BD sont pour vous très différents? Ah oui, oui, c'est très, très, très différent, oui, oui. Parce qu'une bande dessinée, on peut avoir très rapidement la vision d'une BD devant soi. C'est-à-dire que je prends une feuille, je la découpe en 3 bandes et j'écris directement texte et dessin en même temps. Je la mets dans un classeur et voilà, ça fait. Je peux lire
je fais 4 pages, et je peux tourner la page, comme si c'était une vraie bande dessinée. J'ai la vision de l'album devant moi. Alors qu'un film, il y a plein de façons d'écrire un film, hein, mais moi, les films tels que je les ai écrits, c'était vraiment des scénarios que je tapais. C'est très très différent. Je préfère la bande dessinée, c'est plus direct. Et est-ce que vous avez des projets cinématographiques en cours, Riyad Satouf? Eh bien, oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais, mais c'est un peu tôt pour en parler. Bon, un petit peu. Non, 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 je préfère. J'aurais essayé. Hein. Je préfère en parler une fois que ce sera fait. Bon. Alors, bon, on a bien discuté tranquillement tous les deux, mais Riyad Satouf est ici avant tout pour vous, et voilà, et donc ça me paraît normal de, de le partager avec vous. Et vient le temps des questions. Je connais cette N'hésitez dure pas, loi on va se moquer de vous, du de toute premier, façon. du bizutage, et voilà. On a monsieur devant, oups, touc, pour la première question. Je voudrais savoir si votre père est encore en vie et si c'est le cas, est-ce qu'il a lu votre BD? Ah ah! Eh bien, écoutez, je vais faire quelque chose d'absolument immonde, je ne vais pas vous répondre. Ça va être dans la suite des livres. Ah ouais, c'est relou hein, d'avoir des réponses comme ça, désolé. Alors, d'autres questions, d'autres remarques? Ils sont pas bavards, dites donc. Oui, mademoiselle devant. Moi, c'est plus par rapport au film des Beaux Gosses que j'aurais une question. Comme tout à l'heure, vous aviez parlé de virilité. Enfin, apparemment, c'est un sujet qui est important pour vous. Est-ce qu'il y a une petite part, enfin, petite, hein, part autobiographique dans le film ou des anecdotes, quelque chose qui... Enfin, d'où est venue toute l'histoire, toute l'idée, parce que c'est quand même assez particulier. Enfin, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de chance. Donc j'espère que la réponse va être non, mais à vous de me dire. En fait, je crois Il a que... raconté ma vie, c'était... Mais alors c'est marrant parce que quand on faisait le film donc avec Vincent et Lacoste et Anthony Sonigo, donc ils me posaient tout le temps des questions sur mon adolescence, comment j'étais à leur âge, etc. Et alors, je crois que j'étais vraiment pire qu'eux dans le film. C'est-à-dire que dans le film, il sort quand même avec des filles, par exemple. Moi, je suis sorti avec une fille il y a 2 mois. Enfin, c'était il y a, enfin, à 19 ans ou 18, enfin. Et donc, c'est pas tant autobiographique que ça, parce que je pense que si j'avais raconté mes expériences de collège, c'était vraiment très très chiant. Il se passait vraiment pas grand-chose, quoi. Donc non, j'ai inventé pas mal de trucs. J'avais moins de copains que les héros du film. Non, c'est vraiment, c'est pas tellement autobiographique. Mais par contre, quand ma mère a vu le film, elle était très vexée du personnage de la mère de Noémie Lovski, parce elle avait détesté le film d'ailleurs. Ma mère m'avait dit, mais j'étais comme ça, moi. Je dis non. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal une invention quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est, je sais pas si, la première fois que Vincent Lacoste, qui est maintenant un acteur français assez célèbre, On peut qui voir joue aujourd'hui à l'affiche son du pouvoir joli de film Hippocrate. Hippocrate, la première fois qu'il a embrassé une fille, c'est dans Les Beaux Gosses, c'est dans la scène dans le bus. C'est assez marrant. D'ailleurs, je ne le trahirai pas en disant qu'il avait une petite érection et qu'on la voit dans le film, c'est assez amusant. Et il m'avait menti en plus, que je lui avais dit, mais est-ce que t'as déjà roulé des pelles à une fille? Puis il fait, ouais, ouais, tranquille. Et en fait, pas du tout. Madame. Oui, c'est un peu la continuité de la question. Quelle est la part du casting ou du maquillage dans les acteurs du beau gosse? Est-ce que vous avez choisi des personnages qui correspondaient à votre vision ou ça a été un petit peu transformé Oui, oui, bah, en fait, le principe était, étant donné que les ados, enfin, on a fait un grand casting, et c'est très difficile. Disons que c'était tous des comédiens, enfin des amateurs. C'est-à-dire, Vincent, il voulait même pas, Vincent Lacoste ne voulait même pas être acteur. Il est venu avec un copain et moi je lui ai demandé de passer le test, mais il s'en foutait complètement. Et comme les ados de cet âge-là ne font jamais aucun effort en fait. Enfin, il y en a, la plupart des jeunes qui veulent faire du cinéma ou être acteurs, mais c'est pareil même après, les acteurs adultes, c'est ou des filles extrêmement canons
qui se disent que peut-être qu'elles peuvent être actrices parce que leur mère leur a dit ah vraiment t'es trop belle, ou leur mec leur dit ouais franchement t'es trop belle et tout, ou c'est des mecs qui ressemblent un peu à des barman parce qu'ils sont barman et que toutes les filles sont là ouais tu me laisses ton 06 et tout. Donc en fait ça fait des acteurs nuls, mais en fait quand on cherche des vrais acteurs de la vraie vie, ils sont pas capables de jouer et donc il faut prendre des gens très proches de leur rôle. C'est ce que j'ai fait avec les acteurs des Beaux Gosses. Et donc c'était eux quoi. C'était là, je me rappelle, il y avait une scène, alors pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène où ils regardent un film de cul et où ils sont censés se branler dans une chaussette. Voilà, je l'ai dit assez rapidement. Accessoires textiles, tout ça. Accessoires textiles. Et donc il y avait toute une équipe, il y avait 20 personnes avec le mec avec la perche, la caméra, le truc et tout. Et puis Vincent, il vient me voir un moment, et il avait quand même 14 ans. Hein. Il vient me voir, il me dit ouais, regarde, il y a un truc, je comprends pas là. Alors je dis mais c'est quoi? Je dis, mais putain, c'est quand qu'on met la bite dans la chaussette là? Et je dis mais non, mais on fait semblant, tu vas pas te branler vraiment devant. Ah putain, mais je croyais. Et en fait, il n'y a aucun. Et c'est quelque chose, c'est une vraie expérience qui est assez marrante quoi. Parce Quoi dans la chose? Non, de faire un film avec des ados comme ça, de voir à quel point la majeure partie d'entre eux s'en fout complètement quoi. C'était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il était assis comme ça, Vincent, puis Anthony, tous les autres, puis on changeait de plan, puis des fois il me disait Riyad, pourquoi on va. Puis c'est aucun intérêt. Mais je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment le truc adolescent quoi. C'est ce qui fait qu'ils peuvent dire des énormités affreuses en étant détachés. Je pense. Justement, ce qui était assez troublant quand on a vu ce film, et qu'on connaît un petit peu les teen movies, ces comédies adolescentes américaines, physiquement, c'est vrai que c'était très troublant. En général, dans la plupart des films américains, les adolescents de 16 ans sont joués par justement des barman de 23 ans et des ex-pom-pom girls de 26 ans. Donc, non, c'est vrai, ouais. Mais c'était une volonté, quoi. Je voulais mettre des mecs un peu avec des physiques un peu difficiles. Par exemple, ils avaient tous de l'acné et des énormes boutons. Par exemple, Vincent, il avait énormément d'acné et c'était très difficile. Il fallait le maquiller, lui cacher ses boutons d'acné et en refaire de nouveau par-dessus. Parce qu'en fait, comme on tournait pas dans l'ordre le scénario, il fallait qu'il ait un bouton qui reste le même d'une scène à l'autre. Et donc il avait un gros bouton, un faux bouton au-dessus de la bouche, comme ça. Il y a un moment, j'ai déplacé une scène pour la mettre un peu avant, la scène du père dans la voiture. Et soudain, son bouton a disparu, et la scène d'après, il a le bouton. Enfin, donc c'était très délicat au niveau du maquillage. Mais je crois que ce film a été aussi une expérience musicale pour vous. Ouais, j'ai co-composé la musique avec Flers, qui est un musicien très, très talentueux. Donc vous avez un point commun avec Charlie Chaplin et John Carpenter. Mais tout à fait. Qui eux-mêmes composaient. Il y a pire comme comparaison. Ouais. Alors, d'autres remarques, d'autres réflexions? Plein de monde devant, formidable. Alors, mademoiselle avec la chemise en jean, tout d'abord. Oui, bonjour, je voulais savoir si c'était un choix de reprendre sensiblement le même casting pour Jackie au Royaume des Filles, surtout Vincent Lacoste qui était au rôle titre dans Les Beaux Gosses et puis dans Jackie au Royaume des Filles. Et aussi, qu'est-ce que vous avez fumé avant de faire le scénario? Parce que c'est quand même complètement déjanté. Ouais. Alors, ben oui, j'avais très envie de refaire un film avec eux, en fait. C'était je sais pas, ça s'est imposé comme un truc assez évident. Mais alors, comme c'était un film qui demandait quand même plus de budget, moi dans l'idéal, je me dirigeais pour faire un truc un peu comme Les Beaux Gosses, c'est-à-dire avec que des inconnus, etc. Et donc, à un moment, il a fallu quand même voir s'il ne pouvait pas y avoir des acteurs un peu célèbres qui pouvaient me plaire, etc. Enfin, que je pouvais. Et donc, mais c'est vrai que moi, dans l'idéal, je n'aimerais faire des films qu'avec des gens qui n'ont jamais fait de film et donc Vincent Vincent Lacoste, Anthony Sonigo ou Noémie Lovski. Bon, elle avait déjà fait pas mal de choses, mais c'est vrai que c'était une vraie envie de retravailler avec eux. J'aimerais bien d'ailleurs refaire d'autres films avec eux. Et pour la drogue, non, je prends pas de drogue, je vous assure. D'ailleurs, un jour, je vais vous raconter une bonne anecdote. J'étais à une fête d'un réalisateur français très connu. Je tairai son nom. Et en fait, tout le monde prenait de la drogue. En fait, je me suis retrouvé. En fait, je me suis retrouvé. Ah lui, d'accord, oui. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que
En fait, j'ai découvert un truc, enfin, tout le monde prend de la cocaïne. En fait, à mon époque, moi, les gens fumaient des joints. Alors, j'ai jamais fumé de joint parce que ça me donnait des crises d'angoisse. Mais je suis assez rabat-joie dans le truc. Donc, je ne prends pas de drogue parce que j'ai trop regardé Magnum et Rick Hunter et que des méchants trafiquants de cocaïne. Donc, mais j'étais dans une fête et je me suis retrouvé dans une pièce, par hasard, comme ça, toute petite pièce, avec 15 personnes qui prenaient de la drogue et 15 acteurs français ultra connus. En fait, et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus à la tête dans les films. Et je me suis dit, mais en fait, ils font rien parce qu'ils sont là, en fait, dans le. Ça, Je c'est sais une pas scène pour visuelle intéressante. Je vois déjà Ouais. l'imagination qui... Non, et non, pour le coup, je vous le dirais, hein, si j'avais pris de la drogue, je n'ai jamais pris de drogue, jamais. J'ai trop peur en plus. Parce qu'on sait jamais, si vous prenez de la drogue par exemple, j'ai jamais compris ce truc de prendre de la cocaïne ou du LSD, c'est fait par des mecs de la mafia. Quand on regarde des films, par exemple, où les mecs ils sont dans un endroit sans hygiène et tout, en train de faire, il va faire la cocaïne et tout, il fait le truc, et qu'on se dit... Vous maîtrisez bien la VF, hein, Non, mais- je note. Voilà, c'est un truc de... Et qu'à un moment, s'il y en a un qui dit à ses potes, t'as l'enfoiré, il m'a pas payé, je vais mettre 3 litres de cyanure dans la cocaïne, je sais pas quoi, et après il y a des morts, tous les ans il y a des... Je trouve ça dingue de confier sa santé à un truc comme ça. S'il y avait de la drogue faite communauté européenne, un truc... Oui, normes moi, françaises, moi, enfin franchement, voilà. j'en prendrais bien, quoi. J'ai pas de... Si j'ai je sais pas, de la cocaïne bio ou un truc comme ça. Mais Ça existe réellement, vous savez. j'en prendrais Bon, jamais. le label est, comment dire, la traçabilité est contestable. De Mais l'herbe bio ou des trucs comme ça. alors, je crois qu'il y avait une question juste à côté de vous. Hop. Bonjour. Du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la place de la mer dans Les Beaux Gosses et par rapport justement à l'Arabe du futur, où quand moi je l'ai lu, votre maman, elle est complètement transparente. Enfin, vous en parlez pas du tout, du tout, du tout. Et je voulais savoir si, si c'était vraiment un choix de placer votre papa, enfin, au centre, et si votre maman, elle a un rôle plus important après, ou, enfin, voilà. Moi, ce qui m'a marqué, c'est En fait, faut que j'arrête de commencer mes phrases par en fait. En réalité. En réalité, le personnage, ma mère était assez proche de ce personnage-là. Elle était assez transparente. D'ailleurs, quand ma mère l'a lu, elle m'a dit, oh, c'est vrai que j'étais transparente. Donc voilà, c'était une femme qui espérait que son mari réussisse, et c'était une mère au foyer. Et son rôle va être amené à évoluer en effet. Mais à cette époque-là, c'était vraiment ça. C'était pas du tout une femme libre. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants, etc. Donc c'est vrai que j'ai centré quand même le livre sur le personnage du père qui était le plus... Mais justement, ça va peut-être un peu Et il y a d'autres changer. membres de la famille que vous croquez. Voilà, ouais, mais ça va un petit peu évoluer dans la suite, quoi. C'est vrai que tout n'est pas dans ce... Il y a des cousins qui sont gratinés. Hein. Il y a des... Eh oui. Alors, oui, monsieur. Donc pas de en fait cette fois-ci, à vrai dire. Bonjour, je voulais savoir ce que vous aviez fait comme étude pour faire ce métier. Et deux autres questions, comment vous avez convaincu Anémone de tourner dans votre film et Charlotte Gainsbourg? Alors, comme étude, j'ai eu mon bac quand même. Et puis après, j'ai fait 2 ans d'art appliqué, parce que je voulais devenir peintre d'Heroic Fantasy. Et après, j'ai passé le concours des Beaux-Arts à Rennes et le concours des Gobelins à Paris, donc qui était une école de cinéma d'animation. Réputé dans le monde entier. Voilà, j'avais vu un reportage sur France 3 où il y avait un mec qui était au Gobelin, ça se passait au Gobelin. Zut, c'est moi, excusez-moi. C'était un mec qui était au Gobelin et qui téléphonait à Spielberg. Et je m'étais dit, j'aimerais bien moi aussi travailler aux États-Unis. Et donc j'avais passé le concours et j'ai eu les Gobelins. J'ai eu aussi les Beaux-Arts, mais je suis venu à Paris et voilà. Après, j'ai fait de la BD. Voilà, c'était mon... Et les acteurs, eh bien, Anémone, on a envoyé à son agent le scénario. Et puis après, j'ai pu la rencontrer. Et en fait, elle connaissait très bien mes BD parce que c'est une lectrice de Charlie Hebdo. Et donc, elle m'a dit... Vous collaborez. Voilà, en fait, je fais une page toutes les semaines qui s'appelle La vie secrète des jeunes. Et elle aimait bien, enfin, elle aimait beaucoup, même je vais me faire mousser un peu. Et je l'ai rencontrée à Gare Montparnasse, et elle a bu une bouteille de vin en 1 heure. Et elle m'a dit, oui, j'ai lu votre scénario, je vais vous dire franchement à vous, je n'ai rien compris.
Je n'ai certainement rien compris à l'histoire, je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne vois pas, en quoi ça. Mais alors, j'accepte parce que j'ai souvent reçu des scénarios que je n'ai jamais compris, et après que je vois le film, je trouve ça très bien. Donc voilà. Et en fait, et elle a bien aimé le film après, tout à fait. Ouais. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous vouliez être peintre d'Heroic Fantasy. J'ai quelques images en tête et je vois le graphisme de Pascal Brutal ou de l'Arbre du Futur. Une petite différence quand même par rapport au canon habituel de l'Heroic Fantasy, Riyad Satouf. Oui, oui, oui. Petit. Non, mais c'est vrai que voilà, je voulais dessiner je voulais peindre des, je sais pas si vous voyez ces peintures un peu avec des dragons, avec des femmes nues allongées devant les dragons, etc. C'était un peu ce genre de choses que je rêvais de faire, mais surtout parce que j'avais aucun contact avec les femmes, donc comme d'ailleurs beaucoup de mecs qui dessinent des dragons et des femmes nues n'ont pas de contact avec les femmes. D'ailleurs, vous pouvez en voir beaucoup sur ce salon. Je vais pas dire des méchancetés sur les. Regardez-les un petit peu, vous allez voir qui dessine des dragons et des femmes nues et est-ce qu'ils ont des contacts avec des femmes. Vous allez voir. C'est ça. Ils vivent, ouais. Non, mais bon, moi Notez d'un j'étais point de comme vue ça. psychanalytique le rapport entre la femme et le dragon. Oui, oui, c'est ça, mais je ne me moque pas d'eux parce que j'ai gardé une tendresse encore pour ça et j'adore. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire des trucs un peu plus personnels. C'était difficile de raconter des histoires actuelles avec des femmes nues et des dragons. Mais j'adore Game of Thrones, par exemple. Hein, c'est pas, je trouve ça. La série et comment dire la série littéraire de George R. Martin, qui est assez passionnante. Et Charlotte. Ouais, Charlotte Gainsbourg, comme Anémone en fait. Je lui ai envoyé on lui a envoyé le scénario. Hein? Alors non, elle n'était pas alcoolique, non. Elle a fait un thé. Et voilà, elle a lu le scénario, elle voulait savoir à quoi ça ressemblerait visuellement. Et je lui ai fait semblant j'ai répondu en faisant semblant de savoir ce que j'allais faire. En l'espace de quelques semaines, c'était quand même trop bon de l'avoir à la fois dans Jackie au Royaume des Filles dans Nymphomaniac et dans Nymphomaniac de Lars von Trier. Tout à fait, ouais. Surtout qu'elle revenait du tournage de Nymphomaniac. Juste après, elle a fait elle était sur le tournage de Jackie au Royaume des Filles. Donc elle racontait son tournage, elle disait on avait des slips verts et des slips bleus. Après il va mettre les bites et les chattes en effets spéciaux. C'était assez trash, ouais, c'était un peu. Mais elle est très sympathique. D'autres questions? De manière très très générale, on s'aperçoit que de plus en plus, dans le cinéma français, on fait appel à des créateurs de BD assez populaires pour devenir metteurs en scène, adapter leur propre bande dessinée. Bon, dans quelques semaines, on va voir la version cinéma de Loup, que connaissent bien les petites filles. Voilà. Est-ce que très souvent, soit vous ou d'autres dessinateurs et auteurs de BD que vous connaissez, est-ce que vous êtes surtout contacté par des producteurs, vous êtes sollicité, ou est-ce que c'est vous-même qui manifestez des désirs, je ne parle pas seulement dans votre cas personnel, mais en général, de tenter l'expérience du 7e art? Alors c'est difficile de parler pour moi pour les autres, je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux, mais en tout cas pour moi c'est la productrice du film qui m'a demandé si je voulais faire un film. Voilà. Dominique Toussaint, qui est une productrice qui a fait pas mal de films. Et à l'époque, c'était moins la mode, les dessinateurs de BD qui font des films. Mais personnellement, j'aurais pas le courage de démarcher des producteurs pour les convaincre de. C'est un univers très très particulier quand même. Je plains les acteurs, je plains les jeunes acteurs, les jeunes actrices, les jeunes réalisateurs. De réussir à faire des films, c'est ultra dur. Parce qu'à la fois, tout le monde peut faire un film avec son téléphone, on peut faire un truc, et en même temps, pour atteindre le public, c'est très très difficile. Et les gens qui ont le pouvoir de l'argent, c'est très difficile d'avoir leur attention, en fait. S'ils viennent pas vous voir, je sais pas comment. C'est assez particulier. Dans combien de pays sera, enfin pour le moment en tout cas dans l'état des contrats, dans combien de pays a été vendu l'Arbre du Futur aujourd'hui? Dans une dizaine, 10 pays. Ben, c'est plutôt très bien, on va dire. Ouais. Lesquels? Eh bien les États-Unis,
États-Unis. Alors attendez, Qui est très souvent le pays le plus difficile à... Ouais, et justement, j'étais bien content parce que c'est la première fois que j'allais avoir une BD en anglais. Et donc, que je lis la traduction et je suis totalement fasciné par les États-Unis, hein, comme tous les Arabes. Et quand je lis The Arab of the Future, alors je reçois les mails de l'éditrice qui fait Hi Ryan, how are you? So great. Moi, je trouve ça génial. Non, alors, aux États-Unis, au Brésil, alors attendez, aux États-Unis, Brésil, Espagne, Italie, Pays-Bas, Corée du Sud, Scandinavie, je sais plus, il y en a Allemagne. La Corée du Sud est très francophile, ça c'est Ouais, c'est vrai, ouais, ils sont très très sympathiques d'ailleurs. Et alors parfois ils veulent changer le titre, alors je dis non. Les Allemands, par exemple, ils voulaient pas parce que ça faisait Der Zukunft Araber. Je sais pas s'il y en a qui parlent allemand. C'est un truc avec Zukunft. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs que le titre en allemand, qui parle bien allemand? Ah bah voilà, bah dites-moi alors, l'arabe du futur en allemand, ça fait quoi? Zukunft Araber. Alors ils aiment pas le titre. Et ils veulent remplacer par Der Blonde Araber. Oui, voilà, mais vous pensez que c'est mieux que... C'est nul, non, Der Blonde Araber? Il y a peut-être des règles phonétiques teutones germaniques. Ouais, je sais pas. Alors, non, c'est pas pareil, c'est nul. Complètement nul. En plus, elle voulait mettre un... Non, nul. Non, en plus, le terme est au cœur du livre et voilà. Oui, exactement, c'est vrai. Oui. Arabe? Non, et alors surtout parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des livres est totalement inexistant dans le monde arabe. C'est un truc qui les seuls livres qui sont publiés en arabe, c'est au Liban et en Israël. C'est les qui publient en langue arabe. Et c'est très particulier. Et, alors il y a un petit peu en Algérie, mais c'est comme aucun de ces pays n'a la liberté d'expression, on peut pas. Il y a très peu de lecteurs et c'est dommage. À un moment, je voulais presque le mettre en arabe gratuitement sur Internet, le faire traduire. Et en fait, comme je parle plus arabe, je sais plus le. Mais non, c'est pas encore de. Plus l'ensemble de ma famille syrienne va me renier quand ils vont lire ça en arabe. Non, en fait, pour l'expérience que j'ai du truc, c'est que les Américains, en fait, euh, ils veulent des sujets un peu universels. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, là, c'est l'histoire d'une famille. It's a family. The story of a father and mother and young boy in a foreign country. Par exemple, si j'avais fait un truc, par exemple, les bandes dessinées de Guy Delisle sont traduites en anglais. Mais c'est le... Qui est un de vos modèles, enfin quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est pas, oui, enfin, j'aime beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'idée quelque chose de faire quelque chose de pas franco-français. Voilà, c'est un truc qui peut plaire aux Américains. C'est triste, moi j'aime, voilà, mais ils aiment bien les trucs qui parlent de sujets un peu généraux. Et sans doute pour les Arabes, oui, je pense, oui, sans doute. Mais je crois pas que ce soit un truc spécialement critique. Je crois pas que ce soit ça qui les a excités. Enfin, l'éditrice, je crois pas que ce soit ça. À noter aussi que sur le marché anglo-saxon, en ce qui concerne la littérature, c'est tout le paradoxe. On veut à la fois des choses universelles et en même temps des choses très folkloriques. Un roman avec la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Saint-Germain-des-Prés, etc., etc. Ça marche très très bien aussi. Ouais, peut-être. Et le marché américain apprécie. Ça, je me rends pas compte. L'universalité et les clichés touristiques. Ouais, peut-être, oui. Après, c'est bien ou pas, ça c'est une autre chose. D'autres remarques? Non. Donc vous ne voulez absolument rien dire sur le dernier Pascal Brut. Alors, je retente, on ne sait jamais. Oh, d'ailleurs, en plus, je ne sais pas s'il y a des lecteurs qui aiment Pascal Brutal, mais alors le 4 est disponible à la parenthèse sur le stand. Donc voilà. Si vous voulez, voilà. Plutôt que d'en parler, si vous voulez le. En fait, les Pascal Brutal, c'est des petites histoires courtes en fait qui sont publiées dans Fluide Glacial. Et donc les aventures changent à chaque volume, à chaque histoire. Mais en tous les cas, voilà, vous pouvez déjà vous plonger dans ce livre absolument passionnant, L'Arabe du futur.
roman graphique, vous aimez ce terme ou pas? Bon, pas tellement, mais bon. Il est beaucoup utilisé. Non, c'est un livre, quoi. C'est un. Voilà. Ouais, oui, c'est beaucoup plus utilisé. Oui, mais disons que c'est bien quand. J'aime bien, j'essaye au moins avec l'Arabe du futur, Pascal Brutal, c'est pas pareil, hein, mais l'Arabe du futur, je voulais vraiment que les gens qui ont peur de la bande dessinée ou qui aiment pas lire des BD puissent le lire. Voilà. Voilà, bah, vous maintenant le découvrir, ceux qui n'ont pas encore lu. L'Arbre du futur aux éditions Alary. Vous trouvez d'ailleurs tous les ouvrages de Riyad Satouf. Et oui, mesdames et messieurs, je suis en dédicace à 14h. Absolument. Dans ce livre, vous apprendrez ce qu'est un sunnite, un chiite, et ce que font les Arabes dans votre dos. Et oui, parfois avec un couteau. Non, bah, je ne vous dis rien. Et voilà, enfin, bref. Et ce qu'on peut faire aussi en Bretagne, mais ça c'est un autre problème. Aussi les pauvres aventures de Jérémie et tant d'autres ouvrages. Bah, merci beaucoup maintenant, Riyad. Bah, je vais vous merci à vous, laisser merci d'être venu. dédicacer tous ces ouvrages. On dédicace pas là maintenant. Si vous avez envie de retourner à votre oui, stand non, pour non, mais c'est à dédicacer. 14h, c'est pour ça que je disais à 14h. Ah, mais on peut vous retrouver Voilà. à votre stand. Si Voilà. vous voulez, à 14h tout à l'heure, je vous fais des dédicaces. C'est sur le stand de la parenthèse. Parenthèse. Voilà. Et Je bah, vous fais des dédicaces en couleur, venez, s'il vous plaît, me laissez pas tout seul. Il y a Michel Drucker qui est tout seul aussi. Venez, parce que c'est vraiment déprimant quand il y a personne et qu'on est de l'autre côté de la table. merci beaucoup en tous les cas. Merci. Passez une bonne journée. Merci à vous.